Amis photographes amoureux de l'image, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui sera dédiée aux commentaires et à l'analyse d'images qui ont marqué l'histoire de la photo depuis l'invention du médium photographique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une photo emblématique de Henri Cartier-Bresson pour essayer de comprendre pourquoi cette photographie est devenue célèbre, au point d'être considérée par les critiques et les historiens comme un chef-d'œuvre. Nous, ce qui va nous intéresser en tant que photographe, c'est la définition du chef-d'œuvre en lui-même. Y a-t-il des critères préétablis qui définissent ce que c'est qu'un chef-d'œuvre? Des critères définis par qui? Et en quoi peuvent-ils servir? Et dans quelle mesure peuvent-ils influencer le travail d'un photographe engagé sur un travail d'auteur de longue durée, par exemple? Introduction faite, rentrons maintenant dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il? Alors, la photo qu'on voit à l'écran, c'est une photo prise dans un contexte de fin de Seconde Guerre mondiale. Alors, pour l'histoire, Henri Cartier-Bresson a couvert une partie de la Deuxième Guerre mondiale, notamment la libération de Paris pour ceux qui ne sont pas au courant. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont marché sur les territoires allemands et ont libéré des villes occupées et notamment des camps de concentration. Et dans ces camps de concentration, il y avait des hommes et des femmes qui étaient des résistants ou des opposants à l'idéologie nazie. Et la photo qu'on voit donc à l'écran décrit l'ambiance qui régnait à la fin de l'occupation dans la plupart des camps de concentration. Celui que Henri Cartier-Bresson a couvert en particulier ici, c'est le camp de concentration d'Ossau en Allemagne en 1945. Donc nous sommes bien là à un moment clé de l'histoire avec la fin d'une époque d'un règne et le début d'une nouvelle ère. Donc on peut se dire qu'Henri Cartier-Bresson était bien conscient d'être là au bon endroit, au bon moment de l'histoire. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que ça suffit vraiment d'être là au bon moment, au bon endroit pour produire un chef-d'œuvre? Bon, la réponse est évidemment non. Beaucoup de photographes ont couvert divers conflits de par le monde. On le voit encore plus maintenant où la photographie est très très présente. Cela dit, leurs images, les photos qu'ils ont prises n'ont pas survécu à la boulimie de la news ou de l'instantanéité documentaire de l'instant qu'ils ont saisi pour traverser l'histoire. Elles ont été confinées et ont été consommées à un moment donné puis oubliées. Tandis que certaines photos, contrairement à d'autres, arrivent comme ça à tirer leur épingle du jeu et à sortir du lot, à traverser les époques. Et cela va nous emmener à parler maintenant de ce qui fait la force de cette image-là, qui en est une parmi cette photo-là qui sont devenues iconiques. Donc pour expliquer le succès de cette photographie-là qu'on voit à l'écran, on a bien évoqué le caractère historique, toute la charge émotionnelle qui accompagnait la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc cet élément-là n'est pas à négliger. Du point de vue photographique, est-ce que cette photographie est techniquement réussie? Si on veut étudier l'angle de prise de vue d'abord, on peut s'apercevoir assez facilement ou pressentir que Henri Cartier-Bresson se trouvait au meilleur angle possible pour prendre cette photo. Donc conseil donné aux photographes quand ils se retrouvent dans un contexte de foule où il y a très peu d'espace, où on ne peut pas bouger facilement, analysez votre scène de prise de vue et donc choisissez le meilleur angle, le meilleur endroit qui vous procurera le meilleur angle de prise de vue et ne bougez pas trop, restez dans cette zone-là. Donc Henri Cartier-Bresson a identifié le meilleur angle de prise de vue et il n'a pas pris beaucoup de photos sur cette scène-là, c'était 3-4 prises je pense, mais par contre son expérience de photographe lui a permis de pressentir et de se mettre au meilleur angle possible pour saisir la scène qu'il a déjà visualisée mentalement dans sa tête. Donc on peut dire que l'angle de prise de vue pour cette scène-là est top et techniquement parlant le meilleur qu'on puisse trouver. Si l'on veut analyser maintenant la composition, on divise le cadre en deux parties, gauche et droite. Avec les contours que je vous ai dessinés
le jeu de diagonale et de triangle, on voit bien qu'il y a une force qui se dégage de ce cadrage-là, avec des visages qui expriment des tensions, des sentiments dramatiques. Donc on sent bien qu'il se passe quelque chose, hein. Et très vite, on peut dégager 3 niveaux de lecture de cette photo-là. Donc il y a l'arrière-plan avec cette foule immense, ou plutôt dense, qui regarde tous vers cette femme-là, hein, qui est à gauche de l'image. Le deuxième niveau de lecture, c'est les deux femmes, le dialogue entre les deux femmes qui semble aussi se dessiner et qu'on peut facilement percevoir, puisqu'il y a un lien au-delà du physique qui est dans une espèce de rapport de domination qui s'installe entre les deux sujets. Et puis le troisième niveau de lecture, c'est ce monsieur à droite de l'écran qui fait office de juge de la scène, hein. Alors il a tous les codes je dirais du flic, quoi, ou je sais pas, il me fait penser moi au personnage dans Matrix avec ses lunettes, voilà. Il y a une surpuissance dans ce type-là qui reste là à droite du cadrage, à dominer en étant à la fois passif et observateur, tout ce qui se passe autour. Enfin voilà, ça, ce troisième niveau de lecture ajoute un poids à ce cadrage-là, et on peut le mettre lui d'un côté et de l'autre côté, donc les deux dames et la foule. Au fond, en arrière-plan, les deux pôles s'équilibrent et font en sorte que ce cadrage que cette composition soit au final très réussie. Voilà, donc à ce stade de l'analyse, si on veut récapituler, on dirait que la charge émotionnelle due au poids de l'histoire dans cette photographie-là est très importante, que l'angle de prise de vue est réussi et bien trouvé, et que la composition et le cadrage en lui-même sont aussi réussis et bien travaillés. Tout ça dit, qu'est-ce qui reste à rajouter à propos de cette photo-là? Tout simplement le concept de l'instant décisif que Henri Cartier-Bresson a lui-même théorisé. Et jugeons donc cette photo-là aussi à partir de ce concept-là, surtout que lui a bâti toute sa carrière, ou plutôt toute son œuvre photographique sur ce concept-là. Une grande partie de sa photo documentaire reprend et évoque ce fameux moment clé, temps fort, instant décisif dans l'image. Donc il était en perpétuelle recherche de cette performance-là. Donc si on veut appliquer ce critère-là à une de ses photos les plus iconiques, est-ce qu'il a réussi à nous transmettre ce moment, ce fameux moment décisif à travers cette image-là? C'est là, moi, où j'ai un peu de réserve, où je ne suis pas d'accord avec les autres critiques, et qui fera en sorte, pour moi, de lui donner quelques points en moins sur cette photo-là. Alors pour ceux qui débutent et qui ne sont pas familiers avec ces termes-là comme instant décisif, et que ça ne leur parle pas encore beaucoup, je dirais qu'on considère dans la photo un instant décisif comme étant un moment clé de la prise de vue qui va saisir un geste, un sentiment universellement intelligible à la majorité des gens, que s'il est saisi ou capturé avant ou après ce fameux moment décisif, n'est plus compris. Autrement dit, si on applique ce critère-là, donc comme je viens de le dire, à cette photographie-là, est-ce qu'un profane qui n'a aucune notion de photographie, à qui on présenterait cette photo-là et qu'on lui dise qu'on essaye de savoir s'il peut en faire le commentaire pour essayer de deviner ce qui se passe, est-ce qu'il en serait capable, oui ou non? Moi, je dirais c'est compliqué. C'est pas si simple que ça, de façon intuitive comme ça, à saisir ce qui se passe dans cette scène-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il manque une chose que je disais, c'est l'instant décisif n'est pas saisi au bon moment. En fait, je pense que
qu'Henri Cartier-Bresson a déclenché soit une seconde avant ou une seconde après que ce fameux train de l'instant décisif lui soit passé, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que la scène, elle représente quoi? Pour ceux qui ne... je vous mettrai la vidéo après de la scène qui a été aussi documentée par vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux. En gros, pour vous résumer l'histoire, la femme qu'on voit grimacer à l'écran est une ex-prisonnière de ce camp de concentration, prisonnière qui a été dénoncée par cette dame en uniforme qui était une collabo des nazis, quoi. Et donc c'est une délatrice. Et ce qui se passe, c'est que oui, puisque maintenant elle fait partie du camp des perdants, elle est en train de subir une punition en live. Alors il faut savoir qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les hommes collabos, on les fusillait tout simplement. Alors que les femmes, on les maltraitait, on les humiliait en public, on leur rasait la tête, on les faisait défiler comme ça, sous la conspuation et les insultes de la foule. C'était un peu leur punition à elles. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer là. C'est que, voilà, donc là, qu'est-ce qu'elle est en train de lui faire? Elle est en train de la gifler. Il y a une vidéo qui a documenté les faits. Comme j'ai dit, je mettrai le lien à la fin, vous allez y voir plus clair. Et en fait, pour moi, Henri Cartier-Bresson n'a pas saisi le bon instant de la gifle, qui aurait été beaucoup plus expressif et qui aurait donné une toute autre lecture et qui aurait culminé en fait la lecture de cette photo-là en lui ajoutant ce 10 sur 10, quoi, en fait, c'est ça. Parce que là, c'est pas très clair, elle lui touche le bras, en général, quand elle lui touche l'épaule, quand on touche l'épaule de quelqu'un, c'est plus un geste bienveillant qu'un geste d'agressivité, et en même temps son visage n'est pas très amical, les deux d'ailleurs, hein, il y a des sentiments contradictoires exprimés. En fait, ça sème la confusion. Quand vous ratez un instant décisif, vous vous rendez compte après que la lecture de l'image elle est comment dire, elle est en dissonance, quoi. Et il y a un moment asynchrone là qui fait en sorte que ça, je dirais pas que ça ne fonctionne pas, mais on sent beaucoup de points forts dans cette image là, mais il n'y a pas le dernier, la cerise sur le gâteau qui fera en sorte que l'image est un chef-d'œuvre, voilà. Et ça revient à mon titre un peu provocateur, vrai ou faux chef-d'œuvre. Donc moi je dirais, pour conclure, que c'est un chef-d'œuvre pour l'histoire, pour plein de raisons, parce qu'il fallait être là à ce moment-là, parce que c'est Cartier-Bresson, parce que c'est une des rares peut-être images qui documente la fin de règne qui s'est vissée à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Donc pour la composition, pour l'angle de vue, techniquement parlant, elle est réussie, il n'y a rien à dire, mais il lui manque ce petit plus qui au final fait la différence et qui pour moi fait en sorte qu'une photo est définitivement un chef-d'œuvre par rapport à une autre. Donc voilà, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, en tout cas pour moi il est clair dans ma tête qu'il ne s'agit pas d'un chef-d'œuvre du point de vue photographique. Par contre, il s'agit bien d'un moment d'histoire clé, d'une photo documentaire à haute charge historico-émotionnelle qui définit un moment unique et très important de notre histoire. Que le nom de l'auteur, de son auteur, influe aussi sur le devenir de cette image-là. Elle aurait été prise par un inconnu, elle finirait peut-être, oui, sûrement dans un musée, mais sans plus, quoi. Enfin, avec une description bien sûr et tout, mais elle n'aurait pas eu la même vie que si elle a été prise par un grand nom de la photographie, quoi. Donc voilà, en guise de conclusion,
si on veut récapituler, qu'est-ce qui fait un chef-d'œuvre? Selon moi, je disais le moment historique en première position. En deuxième, l'angle de vue, la composition. En troisième, et l'instant décisif qui doit être aussi saisi. Voilà ce qui fait qu'une photographie documentaire aura plus de chances de traverser l'histoire plutôt qu'une autre. Et je vais m'arrêter là. Donc je rappelle pour les nouveaux arrivants qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à liker, ça permettra à l'algorithme YouTube de remonter la vidéo et de la faire partager à d'autres photographes. Vous pouvez également souscrire à ma chaîne pour être notifié dès l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Pour les photographes, je signale également que vous avez l'opportunité aussi de m'envoyer vos meilleures photos. Si celles-ci retiennent mon attention, j'en ferai également une vidéo. Je vous mettrai les liens pour l'upload en bas de cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à partager avec moi vos meilleures photos. Ça me ferait plaisir de les commenter dans des vidéos qui seront pédagogiques pour tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous donc et à une prochaine fois. Deux femmes face à face. L'une porte la main sur l'autre. Qui est la victime, qui est le bourreau? Avec cette photo, Henri Cartier-Bresson invite le spectateur à aller plus loin que les apparences. La photo a été prise par le jeune Henri Cartier-Bresson en juin 1945. La scène a lieu en Allemagne, dans ce camp de transit créé par les Alliés pour les ex-prisonniers de guerre et les déportés qui rentrent chez eux. Une femme est amenée par un garde devant un jeune homme. C'est le directeur provisoire du camp, un Hollandais de 23 ans, lui-même ancien prisonnier. Cette femme belge est une informatrice de la Gestapo qui s'est cachée au milieu de la foule. Face à elle, l'une des prisonnières a reconnu celle qui l'avait dénoncée. La colère monte. Le coup part. Le photographe déclenche son appareil à la seconde où la violence explose. C'est l'instant décisif qu'Henri Cartier-Bresson traquera toute sa vie. Pour moi, la grande jouissance, c'est d'être devant un sujet qui s'impose à moi, n'est-ce pas? Et puis d'avoir appuyé au bon moment. Une autre photo nous montre la fin de l'histoire. Devant une assistance satisfaite, la même espionne est sonnée. Elle vient d'être tabassée à coups de gourdin par son accusatrice qui ne contient plus sa colère. Avec cette victime, qui rend la justice elle-même, Henri Cartier-Bresson nous montre une image crue et réaliste de la libération.